On a tous décidé que c'était mieux que tu ne viennes pas au mariage d'Étienne. C'est ce que mon fils a dit. Sans hésitation, sans bégayer, juste froid comme le marbre en hiver. J'étais debout juste à côté de la table de la salle à manger, où je venais de finir d'emballer le patchwork que j'avais cousu pour Étienne et sa fiancée, devenue sa femme, apparemment. Du coton crème, cousu main, avec un morceau de mon vieil uniforme d'infirmière dans un coin. Un clin d'œil discret à toutes les nuits passées au chevet d'Étienne quand son asthme le faisait siffler comme un vieil accordéon rouillé. Je n'ai pas demandé qui était ce « on », je le savais déjà. La voix de Lise était probablement là, juste à côté de lui, le cochant pendant l'appel, comme toujours. Et Étienne, mon doux garçon qui me suppliait de lui raconter des histoires avant de dormir, a dû hocher la tête, j'imagine. Il ne fallait pas risquer que la vieille bique gâche leur esthétique si bien pensée. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. J'ai juste baissé les yeux sur le cadeau de mariage, bien emballé, carré, avec ce ruban argenté qu'Étienne enroulait autour de ses jouets comme un lasso. Il scintillait sous la lumière de la cuisine, moqueur. Eh bien, ai-je dit, à peine plus fort qu'un murmure, c'est dommage. J'ai raccroché, et je suis resté là un long moment, le téléphone encore chaud dans ma main. Je sentais mon pouls battre au bout de mes doigts. Pas de la colère, pas encore, juste un silence vibrant, comme dans une pièce après qu'on a claqué la porte. Mon regard s'est posé sur la robe accrochée au dos de la porte du couloir, couleur lavande pâle, longueur genou. Je l'avais choisie avec soin, un tissu doux qui ne montrerait pas mes taches de vieillesse, des manches juste assez longues pour couvrir le pire des bleus causés par les anticoagulants. J'avais même acheté des chaussures neuves, des petits talons gris colombe. J'avais voulu me sentir jolie, pas jeune, pas mince, juste visible. Mais j'étais invisible, il l'avait bien fait comprendre. J'ai pris le patchwork et je l'ai posé délicatement sur le fauteuil du salon. Mes mains ont bougé automatiquement, l'ont replié, ont lissé les coins. Mes doigts se sont attardés sur le bord d'un des carrés, celui fait avec le vieux t-shirt de l'équipe de natation d'Étienne. Ce coton raidi par le chlore avait été difficile à travailler, mais j'avais insisté. Je me souvenais des soirs passés dans les gradins avec un thermos de chocolat chaud et les genoux endoloris. Chaque compétition, chaque médaille, je n'en ai jamais manqué une seule. Je me suis enfoncé dans le fauteuil inclinable, lentement, avec raideur, ce silence vibrant me parcourant toujours l'échine. L'horloge sur la cheminée faisait un tic-tac fort et régulier. Tic, tac, tic. Que avais-je fait? Quel péché si grand, si impardonnable, avais-je commis pour qu'il préfère que je manque le mariage de mon unique petit-fils? Est-ce que je parlais trop lentement au goût de Lise? Est-ce que je sentais trop la lavande, le camphre, le vix? Avais-je tenu la main d'Étienne trop longtemps quand il était passé après son accident de voiture? J'avais demandé à Lise une fois, à l'époque où elle me souriait encore, « Tu penses que je suis envahissante ?» Elle avait ri, un rire mince et plat. « Non, Evelyne, juste traditionnel. » Et voilà, l'accusation, j'étais trop et pas assez à la fois. Le bruit du courrier glissant par la fente de la porte m'a surprise. Je me suis levée, mes articulations craquant comme du vieux bois, et j'ai traîné les pieds jusqu'à l'entrée. Une seule enveloppe, épaisse et blanche, m'attendait, le faire-part. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants. Lise l'avait imprimé sur du papier cartonné nacré, son nom au-dessus de celui d'Étienne, comme une couronne. Mon nom n'était pas sur la liste des invités, pas même dans un coin, pas même par courtoisie. Cette nuit-là, je n'ai pas vraiment dormi. Je suis restée allongée dans mon lit, sous mes draps parfumés à la camomille, les yeux ouverts, le ventilateur de plafond tournant comme une lointaine sonnerie d'alarme. Je sentais encore le patchwork plié sur l'accoudoir du fauteuil, comme s'il attendait d'être utile, d'être aimé, comme moi. Je l'avais cousu pendant des mois, chaque point un souvenir. Les dessins de bambins d'Étienne imprimés sur des chutes de tissu de l'été où il avait construit une cabane avec Jacques, même un carré de la vieille couverture en flanelle que nous utilisions quand il avait ses crises d'asthme. Il disait toujours, « Mamie, tu arranges tout. » Je suppose que ce n'est plus le cas. À l'aube, mes yeux étaient secs, mais ma bouche avait un goût de métal. C'est comme ça que le chagrin se manifeste parfois dans le corps, pas toujours avec des larmes. Parfois, il se love derrière vos côtes comme un poing. Assise dans ma cuisine, enveloppée dans mon châle, je berçais une tasse de tisane à la menthe. Il faisait encore trop doux pour les pulls, mais j'avais besoin de quelque chose à quoi m'accrocher. Le silence dans cette maison n'était pas la paix, c'était une punition. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à me lever et à prendre la boîte dans le placard de l'entrée. Peut-être l'instinct, peut-être la douleur qui cherchait un exutoire. À l'intérieur se trouvaient les vieilles lettres d'Étienne,
celles qu'il m'avait écrites de colonies de vacances, de l'université. J'avais gardé chacune d'entre elles, attachée avec un élastique, triée par année, datée de ma petite écriture. Chère mamie, merci pour les gâteaux. Papa n'envoie jamais de trucs comme ça. Mamie, je n'arrive pas à dormir. Lise est encore en colère. La vie chez toi me manque, mamie. Ne le dis pas à papa. Mais je crois que tu es la seule personne qui me voit vraiment. J'ai caressé ces mots comme du braille. Chaque phrase une petite blessure qui se rouvrait. J'avais été là pour chaque souffle de la vie de ce garçon, chaque crise d'asthme, chaque chagrin d'amour. Chaque confession chuchotée sur sa peur de ne pas être à la hauteur de l'ombre de son père. Et maintenant, j'étais trop embarrassante pour être vue à ses côtés. Le sifflement de la bouilloire m'a surprise. J'ai versé une autre tasse de tisane, avec du miel cette fois. Il a enrobé ma langue mais n'a pu toucher le poids amer à l'intérieur. Je me suis dirigée vers la cheminée et j'ai de nouveau soulevé le faire-part. Il brillait toujours, tout en forme et en vernis. Le nom de Lise en premier, le mien nulle part, comme si on m'avait gratté de l'arbre généalogique. Je m'étais tue si souvent pour préserver la paix. Je les ai laissés annuler les dîners de Noël en prétextant des emplois du temps chargés. J'ai laissé Lise lever les yeux au ciel devant mes boîtes Tupperware en disant qu'elle préférait le vert. J'ai ravalé ma salive quand Marc a oublié mon anniversaire 2 fois de suite mais a publié des hommages à son beau-père. J'ai même mordu ma langue quand Lise a dit que j'avais de la chance de vivre dans une maison si démodée sans crédit immobilier. Mais ça, cette coupure n'était pas silencieuse, elle avait des crocs. J'ai regardé le faire-part, puis le patchwork. Mon souffle s'est coupé, mes mains se sont crispées sur la table, la peau fine comme du papier à cigarette mais toujours forte quand j'en avais besoin. Je ne me laisserai pas effacer en silence, ai-je dit à voix haute. Ma voix n'a pas tremblé. Après m'être calmée, je me suis dirigée lentement vers le secrétaire en chaîne dans le coin du salon. Je n'avais pas ouvert ce tiroir depuis des années. À l'intérieur se trouvait le registre de Jacques, en cuir noir, craquelé le long du dos, sentant le temps lui-même la poussière, le tabac et l'encre. Il avait noté chaque chiffre, chaque centime dépensé et épargné. Jacques était un homme de vérité simple, Dieu, la famille, l'honnêteté et la dignité des comptes bien tenus. C'était sa façon de nous aimer. Caché à l'intérieur de la couverture arrière se trouvait le document de la fiducie que j'avais presque oublié. À la mort de Jacques, nous avions créé une fiducie pour Étienne. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de solide, un coussin pour quand il se marierait. Mais voilà le hic, j'en étais l'unique administratrice. Jacques avait insisté, tu sauras quand il sera prêt, avait-il dit, et sinon, tu le protégeras de ce qu'il ne voit pas encore. Ils ne savent pas que j'ai encore le contrôle. Ils pensent que je suis juste la femme qui plie les serviettes et se tait dans les conversations de groupe familial. J'ai passé mes doigts sur le papier de lin épais. Il y avait une ligne, subtile mais claire, sur la distribution à la discrétion de l'administratrice au moment de l'union légale. C'était moi. J'avais le dernier mot. Il n'en avait aucune idée. J'ai reposé le dossier doucement et je me suis permis d'expirer. La maison a craqué dans le crépuscule rafraîchissant. La grande horloge faisait tic-tac derrière moi. Tic, tac, tic. Le temps ne s'arrêtait pour personne, mais maintenant, j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, un levier. Je n'avais pas touché au papier de la fiducie depuis la mort de Jacques. Je me souviens du jour où nous étions assis avec le notaire. Étienne venait d'avoir 10 ans. Marc avait sa jambe nerveuse qui battait la mesure, son genou rebondissant comme un marteau-piqueur sous la table. Lise n'était pas là trop occupée, avait-elle dit. Jacques m'avait regardé, sa main sur la mienne, ferme comme la pierre. Si je ne suis plus là, Evie saura quoi faire. C'est elle, la stable. Je ne m'étais pas sentie stable depuis longtemps, mais en tenant ce vieux dossier, papier de lin épais, tampon notarié, c'est revenu cette même détermination que j'avais après les gardes à l'hôpital, quand j'enlevais ma blouse, m'effondrais sur la chaise de la cuisine et cherchais comment payer les factures avec à peine de quoi couvrir le strict nécessaire. Je n'avais pas senti de pouvoir depuis des années, mais maintenant, il pulsait comme de l'électricité sous ma peau. Il ne savait pas ni Lise avec ses sourires de façade et ses jugements au vin blanc, ni Marc qui ne m'avait pas demandé comment j'allais depuis Noël, ni Étienne, Dieu le bénisse, qui pensait probablement que les fonds en fiducie venaient avec un gâteau et des bougies. Il n'avait aucune idée que chaque euro était sous mon contrôle, et que ce contrôle en avait assez de se faire piétiner. Je n'ai pas précipité les choses. Non, ma chérie, cela aurait été une question de colère, et je n'étais pas en colère pas à ce moment-là. J'étais lucide. J'ai ouvert le placard de l'entrée et j'ai sorti les boîtes d'archives de Jacques.
Je les avais étiquetés moi-même, bien sûr, maison, médical, Étienne, fac, et fiducie toujours de mon écriture, nette et bleue, comme je le faisais pour les boîtes à déjeuner d'Étienne. Toujours en bleu, sa couleur préférée. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à lire. La fiducie n'était pas seulement généreuse, elle était assez conséquente pour couvrir un apport pour une maison, des prêts étudiants, ou aider à élever un enfant. Mais le déblocage était discrétionnaire, ma discrétion. Jacques y avait écrit une clause, claire comme le jour. Les fonds ne seront débloqués qu'à la seule discrétion de l'administratrice survivante au moment de l'établissement d'un partenariat stable et solidaire, légalement reconnu et célébré en présence de la dite administratrice. Ce qui signifiait que si je n'étais pas là, l'argent restait bloqué. J'ai tracé cette ligne avec mon doigt, lentement, délibérément. C'était comme trouver une trappe de secours cachée dans un immeuble en feu. J'ai regardé ma cuisine, cette petite fenêtre avec vue sur le cornouiller de Chantal, mon sucrier ébréché, les rideaux en lin que j'avais faits avec les vieilles nappes de ma mère, toutes ces petites choses que j'avais conservées pendant qu'il planifiait tranquillement ma disparition. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'étais vêtue d'un pantalon et de ma blouse rayée, celle que Chantal disait toujours me donnait l'air de sortir d'une réunion avec le bon Dieu. J'ai relevé mes cheveux en un chignon souple, mis une touche de rouge à lèvres et suis sortie sous le soleil de mai. Le cabinet de Claire, mon avocate, était à 2 rues de là, dans cette vieille maison meulière reconvertie, avec ses parquets qui craquent et son odeur d'huile d'eucalyptus et d'encre d'imprimante. Je l'avais aidée à y organiser un vide-grenier une fois, à la mort de sa mère. Elle s'est levée quand je suis entrée. « Evelyne » a-t-elle dit, les yeux plissés. « Ça va. » « Je dois parler de la fiducie » ai-je dit doucement. Claire n'a pas posé de questions, a juste fermé la porte et sorti un bloc-notes. Je lui ai tendu le dossier. Elle l'a parcouru, fredonnant ce petit air qu'elle fait quand elle réfléchit, comme un orgue d'église qui s'est chauffé. « MHM » a-t-elle murmuré. « Vous avez toujours la pleine autorité. » « Je veux ajouter une clause » ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Elle a levé les yeux. « Continuez. » J'ai croisé les mains sur mes genoux, mon pouce effleurant la base de mon alliance, un réflexe des années où Jacques était mon point d'ancrage dans la tempête. Je veux par écrit, aucun déblocage à moins que je sois formellement invitée au mariage et présente pas notifiée, pas mentionnée présente. Claire a cligné des yeux. Vous en êtes sûre? Je n'ai pas répondu, j'ai juste soutenu son regard. Elle a fait un petit signe de tête. Très bien, alors. Ce n'est que 3 jours plus tard que Marc a laissé le message vocal guindé, prudent, le genre de voix qu'il utilisait quand il essayait de paraître décontracté en annonçant une mauvaise nouvelle. Salut, maman, je me demandais juste, tu aurais parlé à quelqu'un de la fiducie? Le comptable d'Étienne a vu quelque chose à propos de termes mis à jour. Ce n'est probablement rien, mais bon, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Je me suis préparé un croque-monsieur, que j'ai coupé en diagonale comme je le faisais toujours pour Étienne quand il était petit. J'ai saupoudré du sel de Guérande sur les tranches de tomates et je me suis assise dans le silence de ma cuisine, le message vocal résonnant encore dans ma tête. Il savait que quelque chose avait changé, peut-être pas tout, mais assez. Et je me suis sentie stable à nouveau pour la première fois depuis des années. Je n'espérais plus être vue. Je ne courais plus après une invitation. Je n'offrais ni explication, ni compromis, ni gratin. J'avais tracé une ligne pas par colère, mais par dignité. Les documents ont été signés un jeudi. La lumière vive du matin inondait le bureau de Claire, se reflétant sur la lampe en laiton qu'elle ne dépoussiérait jamais. Elle a fait glisser les nouveaux documents de la fiducie sur son bureau et m'a jeté un regard, ni jugement, ni pitié, juste de la curiosité. « Vous voulez inclure autre chose ?» a-t-elle demandé. J'ai baissé les yeux sur la clause que nous avions ajoutée. Les fonds finaux ne seront débloqués qu'après vérification de la présence de l'administratrice à la cérémonie de mariage. Non, ai-je dit, ça couvre tout. Elle a tapoté son stylo contre ses dents, puis l'a posé. Ils vont le découvrir. J'ai hoché la tête. Il pourrait protester. Je m'y attends. Claire s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Et ça ne vous dérange pas? J'ai souri. Juste un peu. Ma chérie, j'ai mis au monde des jumeaux en siège dans un ascenseur pendant une coupure de courant. Je peux bien gérer un message vocal de mon fils. Cela l'a fait rire, un gloussement bas et surpris. C'est juste. J'ai signé de mon nom avec le même stylo que Jacques utilisait quand nous avons acheté cette maison, encre bleue, main ferme. Claire l'a notarié, tamponné, et l'air dans la pièce a changé.
C'était fait. Je ne me sentais pas triomphante. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de gravité, de laisser les choses se remettre en place. En rentrant, je me suis arrêtée chez le fleuriste, non pas que j'ai besoin de fleurs, mais c'est ce que je faisais quand Étienne était malade, apporter de la lumière dans un espace lourd. J'ai choisi des lys jaunes et du fraisia blanc. La vendeuse m'a demandé si c'était pour une occasion spéciale. Non, ai-je dit. C'est juste le moment. Elle a semblé perplexe, je n'ai pas expliqué. En arrivant à la maison, j'ai mis les fleurs dans le vase en cristal taillé que la mère de Jacques nous avait offert pour notre premier anniversaire. L'eau scintillait sous la lumière de la cuisine. Puis je l'ai vu, le répondeur clignotant en rouge, un message. J'ai appuyé sur le bouton, m'attendant à nouveau à la voix de Marc, mais ce n'était pas Marc. C'était Lise. Bonjour, Evelyne. Silence. Eh bien, on a entendu dire que vous auriez fait des changements. Je veux dire, c'est votre choix, bien sûr, mais on s'est dit que vous aviez peut-être mal compris la situation. Bref, rappelez-nous quand vous pourrez, on aimerait en parler. Sa voix était étrange, moins polie, comme quelqu'un qui essaie de paraître amical en se préparant à une gifle. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai pris le faire-part là où je l'avais laissé à côté du patchwork intact. La carte réponse était toujours à l'intérieur, vierge. Décline avec regret. Je l'ai écrit de ma plus petite écriture cursive, non par dépit, mais par clarté. Puis je l'ai repliée, remise dans l'enveloppe, et posée sur le comptoir. Qu'ils aient leur photo de mariage parfaite, leur dîner à corps mets et vin, leur vidéo de drone du baiser sous les guirlandes lumineuses, mais ils le feront sans l'argent ou sans moi. Ce soir-là, j'ai pris ma tisane sur la terrasse. Le chèvrefeuille était en fleurs. Chantal disait toujours que son parfum sentait les robes du dimanche et le souffle de la chorale. Je me balançais doucement, le patchwork sur mes genoux, les doigts posés sur un carré de l'ancien t-shirt de natation d'Étienne. Il semblait doux maintenant, usé par le temps et la vérité. Mon carillon éolien a tinté doucement. Quelque part dans la rue, un arroseur s'est mis en marche en sifflant. Un instant, j'ai presque cru que je pouvais laisser partir la tristesse, presque. Parce qu'autant j'avais agi et je l'avais fait, ne vous y trompez pas, la douleur se levait toujours sous mes côtes. Je ne voulais pas manquer le mariage d'Étienne, mais je n'allais pas supplier pour faire partie d'une famille qui me jetait comme une boucle d'oreille dépareillée. Ils voulaient le silence. Ce qu'ils ont eu, c'est une femme avec une colonne vertébrale et un stylo. Plus tard dans la soirée, j'ai parcouru mes fiches de recettes. J'ai sorti celle de mon gratin de cardon, le plat préféré d'Étienne quand il était petit. À chaque repas de famille, il en demandait une deuxième portion, puis en volait une troisième quand Lise ne regardait pas. La fiche était tachée et usée, les bords recourbés comme du vieux papier peint. J'ai failli la jeter, mais je l'ai pliée soigneusement et l'ai glissée dans une petite enveloppe. À l'extérieur, j'ai écrit « Pour quand tu te souviendras de qui tu es ?» Sans signature. Je ne l'ai pas posté, pas encore, mais je l'ai posé sur mon bureau à côté du registre, car il pourrait encore y avoir un jour où Étienne reviendrait, non pas pour l'argent, mais pour la vérité de ce que nous étions. Et s'il le fait un jour, je veux qu'il trouve quelque chose qui l'attend à côté du silence. Le lendemain matin, le deuxième message vocal est arrivé. Marc, encore. Maman, il faut qu'on parle. La voix semblait différente maintenant, ni en colère, ni curieuse, juste déstabilisée. Il le sentait, le changement. L'appel de Chantal est arrivé un mercredi en milieu de matinée. Juste après que j'ai plié les serviettes chaudes sorties du sèche-linge, j'ai versé une deuxième tasse de tisane. Evelyne, a-t-elle dit, et j'ai su à sa voix, cette fêlure particulière, comme si quelque chose s'était brisé en elle avant même que les mots ne sortent. Qu'y a-t-il, ma chérie? Elle a marqué une pause. J'étais au salon de coiffure aujourd'hui, chez Sophie. Tu sais que Lise y va le mercredi? Je me suis assise lentement, mes genoux craquant comme la balançoire sur la terrasse que Jacques n'avait jamais réussi à mettre de niveau. Oui, eh bien. Chantal a continué, la voix tremblante. Elle était là avec son amie, Corinne, la grande gueule avec la voiture qui fait un bruit de ses cheveux. Elles ne m'ont pas vue derrière la cloison, je suppose. Sophie n'avait pas réalisé que j'étais là non plus. Mon cœur a sombré comme une pierre jetée dans une eau calme. Elle parlait du mariage, a chuchoté Chantal. Élise a dit, Evelyne. Elle a dit ça en riant, comme si ce n'était rien. Elle a dit, la vieille a enfin compris le message. Elle ne gâchera pas les photos maintenant. La pièce semblait plus petite. Ma prise sur la tasse s'est resserrée. Elle a dit ça. Chantal, oui,
a-t-elle murmuré. Et puis quelque chose de pire. Je n'ai pas demandé, j'ai attendu. Elle a dit qu'il a suffi d'une petite désinvitation, et elle s'est pliée comme du papier de soie. Honnêtement, je pensais qu'on aurait droit à une scène. On dirait que même Evelyne sait quand on ne veut pas d'elle. Je n'ai pas pleuré, pas pendant que Chantal parlait, pas pendant qu'elle s'excusait encore et encore d'être la messagère. J'ai juste écouté, calme comme du verre. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps dans mon couloir, la main sur le vieux cadre de porte en érable, celui contre lequel Étienne mesurait sa taille. De petites lignes au crayon, maintenant effacées. Le voilà, à 6 ans, m'arrivant à peine à la hanche. Le voilà de nouveau à 12 ans, dans cette année de croissance maladroite où ses genoux lui faisaient mal et où il détestait sa propre voix. Ils avaient construit une histoire autour de moi, une où j'étais la méchante, le fardeau, l'ombre gênante au bord de leur vie bien orchestrée. Élise, elle avait tendu à Étienne cette version de moi comme un cadeau de mariage. Le poids de cette cruauté n'a pas atterri en un coup écrasant. Il s'est infiltré lentement, comme de l'eau glacée s'infiltrant dans vos chaussures jusqu'à ce que vous réalisiez que vos pieds sont gelés, que votre corps tremble, que votre direction est incertaine. Je suis entrée dans le salon. Le patchwork était toujours là, plié juste comme il faut, les coins carrés. L'étiquette que j'avais, cousue au dos en fil bleu disait « Pour Étienne et Marissa, que ceci vous couvre de chaleur et de vérité ». J'ai passé la main dessus une dernière fois, puis je l'ai pris, je suis allée à la porte d'entrée et je suis sortie. Le soleil était haut, imperturbable. Le carillon d'un voisin tintait doucement dans la brise. J'ai posé le patchwork sur le trottoir à côté du bac de recyclage. Je l'ai juste posé là sans cérémonie, sans larmes. Il semblait déplacé à cet endroit, si plein de soin et de sens, jeté à côté des boîtes vides et des cartons écrasés. Mais c'est ainsi qu'il l'avait traité, n'est-ce pas? Pas comme un cadeau, mais comme un encombrement, comme une preuve de ma présence. De retour à l'intérieur, je me suis tenue à l'évier de la cuisine, les mains appuyées sur le bord. La porcelaine était fraîche contre mes paumes. Le robinet goûtait lentement et régulièrement. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été là pour eux, quand Étienne avait eu cette fièvre et que Lise ne pouvait pas manquer sa conférence téléphonique, quand Marc s'était bloqué le dos et que j'avais tondu toute leur pelouse, quand j'avais passé 3 semaines à faire le gâteau d'anniversaire de Lise à partir de rien, pour qu'elle le qualifie de « charmant mais désuet ». Tout cela effacé comme de la craie lavée par une tempête, mais pas pour des retraites moi. Je me souvenais, je m'en souviendrai toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit s'agitait, une rivière que je ne pouvais endiguer. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait en temps de chagrin. J'ai ouvert le registre, pas le financier, l'autre, le journal relié en cuir rouge que Jacques m'avait offert l'année de la naissance d'Étienne. Écris-le, avait-il dit, pour ne pas tout porter dans ta poitrine. J'ai feuilleté les entrées. 8 juillet 1999, Étienne a eu une autre crise ce soir. Il m'a demandé de ne pas dire à ses parents à quel point il avait eu peur. J'ai tenu sa main jusqu'à ce qu'il s'endorme. 14 avril 2006, j'ai retiré 6200 € de mes économies pour couvrir les premiers frais de scolarité d'Étienne. Marc a dit qu'il me rembourserait. Ils ne l'ont pas fait. 12 décembre 2011, Lise a levé les yeux au ciel quand j'ai apporté les pièces en chocolat pour Hanouka. On ne l'élève pas pour qu'il soit trop juif, a-t-elle dit. Étienne avait l'air confus. Je suis restée silencieuse. Page après page, pas d'amertume, juste la vérité tranquillement cataloguée. J'ai ajouté une nouvelle entrée. 10 mai 2025, j'ai laissé le patchwork sur le trottoir. C'est la première fois que j'abandonne quelque chose que j'ai fait avec amour, mais c'est aussi la première fois que je vois ce que mon amour signifiait pour eux. J'ai fermé le journal. La douleur dans ma poitrine ne s'est pas dissipée, mais elle s'est installée comme un bleu qui cesse de lancer. J'ai pris la camomille. Mes mains étaient stables. Je ne suis pas allée à l'église ce dimanche-là, la première fois en 42 ans que je manque la messe de la fête des mères, mais je ne pouvais tout simplement pas assister à un autre sermon sur la grâce et la famille. Pas alors que la mienne ressemblait à un membre fantôme, autrefois vital, maintenant parti et toujours douloureux dans son absence. Au lieu de ça, je suis restée en robe de chambre jusqu'à près de midi. J'ai arrosé les hortensias, nourri les écureuils, réorganisé le porte-épices par ordre alphabétique juste pour sentir une petite mesure de contrôle. C'est à ce moment-là qu'on a frappé à la porte doucement mais sûrement, 3 coups réguliers. J'ai su que c'était le pasteur Daniel avant même d'ouvrir. Il passe me voir depuis le décès de Jacques, jamais insistant, juste présent, comme un manteau drapé sur vos épaules quand vous ne réalisez pas que vous avez froid. J'ai ouvert la porte. Je ne suis pas d'humeur pour les écritures aujourd'hui, Daniel. Il a souri, d'un sourire doux et de travers.
Tant mieux, je n'en ai pas apporté. Il a brandi un sac en papier. Mais j'ai apporté du pain d'épices de la petite boutique près de la banque. J'ai cligné des yeux. Vous vous en êtes souvenu? Bien sûr. Nous nous sommes assis dans le petit salon, celui avec les fauteuils verts délavés et la cheminée qui n'a jamais bien fonctionné. J'ai versé le thé, il a ouvert le paquet de gâteaux. Après quelques bouchées, il s'est éclairci la gorge. Chantal m'a dit. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas ici pour vous convaincre de pardonner, a-t-il dit, ni même de trouver la paix. Pour être honnête, je voulais juste m'asseoir avec vous au milieu de tout ça. Cela a brisé quelque chose en moi, pas un barrage, juste une couture. J'ai plié ma serviette lentement. Savez-vous ce que c'est que de se sentir effacé dans une maison que vous avez aidé à construire? Il a hoché la tête, ses yeux fixés sur les miens. Oui. Je l'ai cru. Je lui ai tout raconté, pas seulement le mariage, mais les années de lent rétrécissement, la façon dont Lise m'avait réduite à une liste d'interdits. Ne pas commenter les cheveux de l'enfant, ne pas débarquer à l'improviste, ne pas apporter de nourriture sans vérifier les préférences alimentaires. Je lui ai raconté comment Marc m'appelait après ses gardes de nuit juste pour entendre ma voix et comment, en cours de route, il avait cessé d'écouter, comment j'étais passée de soignante à inconvénient. J'ai tout donné à cette famille, ai-je chuchoté. Non pas parce que j'attendais quelque chose en retour, mais je ne pensais pas que j'aurais à disparaître juste pour qu'ils soient à l'aise. Daniel a laissé le silence s'installer, puis il a dit. Ils ne vous ont pas mise de côté parce que vous leur avez manqué. Ils vous ont mise de côté parce que vous leur rappeliez d'où ils venaient, ce qu'ils devaient, et ils ne veulent pas se sentir petits. Cela m'a frappé quelque part derrière les côtes, car je l'avais ressenti aussi, comment Lise se raidissait toujours quand je mentionnais les vêtements de seconde main, comment Marc tressaillait quand je parlais de Jacques réparant cette vieille Renault avec du ruban adhésif et des prières. Ils avaient dépassé leur gratitude, mais cela ne signifiait pas que j'avais eu tort de les aimer à leur début. Daniel a fouillé dans son manteau et en a sorti une petite croix en bois, de la taille de la paume, sculptée et lisse. Je donne ça aux gens qui se sentent à la dérive, a-t-il dit. Pas comme une carte, juste comme un rappel que vous avez toujours un centre. Il l'a placé dans ma main. Le bois était chaud de sa poche. Je pense que vous avez été forte longtemps, Evelyne, a-t-il dit. Mais je pense que maintenant, vous êtes lucide. J'ai baissé les yeux sur la croix. Elle sentait légèrement le cèdre et l'huile de citron. La lucidité, ai-je murmuré. C'est une chose dangereuse pour une femme de mon âge, n'est-ce pas? Il a souri. Seulement si les gens autour de vous préfèrent la confusion. Après son départ, je suis restée longtemps dans ma cuisine. Le thé avait refroidi. Les gâteaux étaient à moitié mangés sur la porcelaine à fleurs que la mère de Jacques m'avait laissée. J'ai touché à nouveau la petite croix en bois. Mon regard a balayé le frigo, les manières paroissiales, les numéros d'urgence, la photo délavée d'Étienne le jour de sa rentrée en maternelle. Une si grande partie de ma vie a été vécue au service d'eux, de leurs besoins, de leurs rêves, de leurs échéances. J'avais reporté des voyages, sauté des rendez-vous, annulé des opérations. J'avais gardé mes meilleures histoires pour les visites d'Étienne, espérant toujours me sentir à nouveau vue, et pourtant, ils ont dit que j'étais trop. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert ma malle en cèdre. À l'intérieur se trouvaient les lettres que Jacques m'avait écrites pendant que nous nous courtisions, attachées avec un ruban, soigneusement empilées, jaunissant sur les bords. La première commençait par « Evelyne, tu n'es pas un fardeau, tu es le feu dans l'âtre ». J'ai posé ma paume sur la page, mon alliance encore chaude de la lumière du jour. Pas un fardeau, pas une ombre, pas un bouche-trou, le feu dans l'âtre. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas rêvé du mariage. J'ai rêvé que j'étais pieds nus dans le jardin, Chantal riant à mes côtés, une brise tirant sur la corde à linge tandis que les carillons chantaient leurs chansons tranquilles. 2 jours plus tard, j'ai mis mes chaussures de marche, la paire bleu marine avec la semelle rembourrée, et je suis sortie juste après le petit déjeuner. Les oiseaux chantaient fort, l'air sentait l'écorce mouillée et l'herbe chaude. Sur la terrasse de Claire, il y avait un petit pot de soucis en fleurs, têtu et vif comme le rouge à lèvres de Chantal le dimanche. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe. « Vous êtes prête ?» J'ai hoché la tête. Nous n'avons pas perdu de temps en bavardage, elle savait. Je pense qu'elle attendait que j'arrive à mon propre rythme, pas avant. C'est ça, le truc avec une bonne avocate et une bonne amie, elles savent quand vous tenir la main et quand vous tendre le stylo. Nous nous sommes assises à son bureau, le même où j'avais mis à jour la fiducie, mais cela semblait plus grand non pas à cause de l'argent, mais à cause du sens. « Prenez votre temps », a dit Claire. « C'est de l'ordre de l'héritage. »
J'ai ri doucement et bas. Mon héritage, c'était des post-it dans la boîte à goûter d'Étienne. Elle a souri. Ça compte aussi. J'ai ouvert le dossier. Le testament, la version originale, listait toujours Marc et Lise comme héritiers principaux. D'abord la maison, puis le reste de mes économies, puis les quelques obligations et l'assurance vie qui restaient. Et voici la partie que personne ne vous dit quand vous êtes vieille, ma chérie. Les gens qui comptent votre amour en mètres carrés de votre salon font toujours le calcul. Mais j'avais fait le calcul aussi, et il se résumait à une chose, assez. Assez de silence, assez d'humiliation, assez d'attente d'être invitée dans la vie que j'ai aidé à construire. Claire m'a passé le brouillon. En haut, Evelyn May Whitmore, dernière volonté et testament, révisé. J'ai lu chaque ligne attentivement, puis j'ai fait les changements, rayé complètement Marc et Lise, pas de part partielle, pas de faille. Ajouter des distributions caritatives, 50% au refuge pour femmes victimes de violences conjugales, 25% à la banque alimentaire locale, 25% à un fonds de bourse pour les étudiants en soins infirmiers, et la maison ça restait proche du cœur. Je veux que la maison aille au foyer de jeunes de la commune, ai-je dit, celui qui aide les enfants sortant de l'aide sociale à l'enfance. Qu'il plante des racines quelque part avec de bonnes fondations. Claire a cligné des yeux, puis a hoché la tête. C'est magnifique, Evelyne. C'est à moi de le donner, ai-je dit, signant de mon nom avec la fermeté d'une femme qui ne tremble plus. Le temps que je quitte son bureau, le soleil était haut et chaud. Le monde semblait plus léger, non pas à la manière de la joie, mais à la manière des fardeaux enfin déposés. Je suis rentrée chez moi, j'ai préparé une théière de tisane à l'églantier et je me suis assise à la table de la cuisine. Pas de répondeur clignotant, pas d'invitations annulées, juste le calme, le bon. Cette nuit-là, j'ai rouvert le registre, le rouge. 12 mai 2025. J'ai réécrit mon testament, enlevé les gens qui m'avaient enlevé. J'ai fermé le livre, l'ai posé près de la fenêtre, et j'ai laissé l'air du soir refroidir la chaleur qui montait dans ma poitrine. Il y a une différence entre la colère et la lucidité. La colère s'éteint, la lucidité construit une route. Le lendemain matin, j'ai rendu visite à Chantal. Elle taillait ses rosiers, chapeau de paille sur la tête, sécateur à la main. On dirait que tu sors tout droit d'un drame judiciaire, a-t-elle dit en lorgnant ma blouse repassée. J'ai souri. Presque. Nous nous sommes assises sur sa terrasse et avons bu de la limonade dans des verres à confiture, comme nous le faisons depuis que nos enfants étaient tout petits et que nos cheveux n'avaient pas encore blanchi. Je lui ai tout raconté, chaque clause, chaque décision, chaque tour de clé silencieux. Elle n'a pas interrompu une seule fois, hochant simplement la tête, sa bouche se resserrant en une ligne qui, je le savais, signifiait que la fierté et la douleur se tenaient la main. Quand j'ai fini, elle a expiré bruyamment. Eh bien, a-t-elle dit, je dirais que la justice a de meilleures manières entre tes mains. J'ai ri, un rire franc et sonore pour la première fois depuis un moment. Tu penses que je suis cruelle? Ai-je demandé. Elle m'a regardé, le regard vif et bienveillant. Je pense que tu as enfin arrêté de donner à des gens qui ne venaient que pour prendre. Ce soir-là, j'ai regardé les infos avec le son bas et la fenêtre ouverte. J'avais toujours aimé l'odeur de l'herbe coupée et de la fumée lointaine des barbecues. Je me suis assise avec mon tricot sur les genoux, pas une couverture de bébé cette fois, pas une écharpe pour Noël, juste un modèle que j'aimais, juste pour moi. Le téléphone a sonné une fois, deux fois. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel, puis je l'ai éteint complètement. Parce que la paix, ma chérie, la vraie paix ne se manifeste pas par qui appelle. Elle apparaît quand on n'a plus à répondre à personne. Le coup de poing est arrivé un samedi, pas d'appel d'abord, pas de SMS, juste des articulations dures contre la moustiquaire, comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Je ne me suis pas pressée, j'ai pris mon temps pour nouer la ceinture de ma robe de chambre, poser doucement ma tasse de thé, vérifier qui était sur la terrasse par la fenêtre latérale. Je connaissais cette silhouette, Marc. Il avait l'air trop propre, les cheveux trop nets, la chemise trop rentrée, le look d'un homme qui voulait quelque chose mais ne pouvait pas l'admettre à voix haute. J'ai entrouvert la porte. « Salut, maman. » Cela faisait des mois qu'il ne m'avait pas regardé dans les yeux. Maintenant, il ne pouvait plus s'arrêter. « Je ne m'attendais pas à te voir, ai-je dit. Je passais juste par là. » J'ai haussé un sourcil. Avec la Lexus de Lise. Il a eu un rire penaud. Oui, on était sortis. On s'est dit qu'on allait prendre des nouvelles. Où est-elle? Il a hésité. Elle a pensé que ce serait mieux que je vienne seule. J'ai hoché la tête lentement. Ah, la gestion de crise. Son visage s'est contracté.
Je peux entrer. J'ai laissé la porte s'ouvrir sans répondre. Je suis retournée à la cuisine et j'ai versé une autre tasse de thé. Je ne lui ai pas demandé s'il en voulait. Il a suivi comme il le faisait enfant, traînant derrière moi avec des questions sur le dîner. Sauf que maintenant il avait 52 ans, et je ne préparais plus de gratin pour des garçons qui ne savaient pas dire merci. Il s'est assis en face de moi à la table, les doigts tapotant le bord du set de table que j'avais matelassé en 1984. J'ai laissé le silence s'étirer. S'il voulait parler, il devrait commencer. J'ai entendu dire que tu avais fait quelques changements, a-t-il dit finalement. J'ai remué mon thé. Oui, maman. Pourquoi? On aurait pu. J'ai parlé de ça. J'ai levé les yeux. Ferme, calme. Non, mon chéri. Vous avez parlé pendant des années. J'ai écouté. Cette fois, c'est moi qui ai parlé. Il a cligné des yeux, et pendant une seconde, j'ai vu le garçon qu'il était, celui qui pensait que je pouvais tout réparer. Puis le masque est revenu. Tu n'étais pas obligé de nous couper les ponts. Ah non. Il s'est hérissé. On est une famille. J'ai posé ma tasse. Une famille est censée se voir. Vous ne me voyez pas, vous voyez un futur héritage, une nuisance, un embarras. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, la voix calme mais sûre. C'est exact. Il a baissé les yeux, s'est frotté la nuque. Lise ne pensait pas ce qu'elle a dit au salon. Chantal écoutait aux portes. J'ai incliné la tête. Et toi, Marc? Le pensais-tu quand tu m'as dit de ne pas venir? Il a tressailli. Je pensais que ce serait plus facile pour tout le monde. Je t'ai élevé pour faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. Il n'a pas répondu, fixant juste la table comme si elle pouvait lui offrir une issue. On a frappé de nouveau, cette fois plus doucement. J'ai ouvert la porte pour trouver Étienne, mon petit-fils, mon garçon. Il avait l'air différent, pas plus vieux, plus clair, comme quelqu'un qui s'était réveillé trop tard et se frottait encore les yeux. « Mamie », a-t-il dit, la voix douce, ses yeux cherchant les miens. « Entre ». Il a marché lentement, comme s'il revenait dans un lieu sacré. Quand il a vu son père à table, il s'est arrêté. « C'est maman qui m'envoie », a-t-il dit, la voix prudente. Elle a pensé que j'aurais plus de chance. Le visage de Marc s'est assombri. On n'a pas besoin de se liguer contre moi. Étienne a secoué la tête. Je ne suis pas là pour ça. Il s'est tourné vers moi. Je suis ici pour demander, honnêtement, est-ce que c'est vrai que tu as tout changé? J'ai hoché la tête. C'est vrai. Pourquoi? A-t-il chuchoté. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Il l'a fait, les épaules affaissées, les doigts tapotant le bord de la tasse que je lui avais versée avant même qu'il n'entre. Tu étais mon monde, Étienne, ai-je dit doucement. Pendant que tes parents construisaient leur image, moi je construisais ton enfance. Il a levé les yeux brusquement. Je ne savais pas. Je ne te l'ai pas dit. Je ne pensais pas en avoir besoin. Ses yeux se sont remplis, non pas de rage, mais de chagrin. Mamie, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je sais. Marc a interrompu, la voix sèche. Étienne, ne commence pas à t'excuser. Étienne a levé une main, faisant taire son père. Il m'a regardé de nouveau. Et maintenant? Je me suis adossée à ma chaise, j'ai croisé les bras. J'ai pris mes décisions, non par colère, mais par survie, par amour pour moi-même. Il a dégluti difficilement. On peut réparer ça. J'ai pris une longue gorgée de thé. Vous pensiez ce que vous avez dit, ai-je dit, regardant d'Étienne à Marc. Vous tous. Vous vouliez me mettre à l'écart. Je ne vais pas revenir en rampant. Si nous devons recommencer, ce ne sera pas par culpabilité, ce sera par vérité. Ils étaient tous les deux silencieux. La mâchoire de Marc s'est contractée. Étienne a hoché la tête. Je comprends, a-t-il dit. Je l'ai cru. Marc s'est levé brusquement. C'est ridicule. Tu fais tout un spectacle de ça. Non, ai-je dit en me levant aussi. C'est vous qui avez fait ça quand vous avez fait sentir à votre mère qu'elle était jetable. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Dis à Lise que j'ai dit que la fiducie ne s'ouvrira pas avec une carte d'excuse. Elle est verrouillée, tout comme la porte derrière toi. Il est sorti dans l'après-midi ensoleillé, clignant des yeux comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que le soleil brillait encore. Je me suis retournée. Vers Étienne. Il était toujours assis à la table, son thé intact.
Tu peux rester déjeuner si tu veux, ai-je dit. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît. Étienne est resté pour le déjeuner. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il a aidé à couper les tomates, j'ai beurré le pain. Le silence entre nous n'était pas lourd, juste honnête, comme de vieux amis qui n'ont pas besoin de remplir chaque espace de bruit. J'ai fait des croque-monsieur comme il les aimait enfant, avec un supplément de comté, les croûtes coupées, et un petit bol de soupe à la tomate pour tremper. Je me souviens de ça, a-t-il dit, en trempant le coin de son sandwich. J'ai souri. Tu appelais ça la pizza de mamie. Il a eu un petit rire, mais ses yeux n'ont pas quitté l'assiette. Il y avait une question sur son visage. Elle était là depuis qu'il s'était assis. Je peux voir les albums photos, a-t-il finalement demandé. Bien sûr, mon chéri. Tiroir du bas du buffet. Il est allé les chercher, avec précaution, comme si les albums étaient des textes sacrés, ce qu'ils étaient d'une certaine manière mes écritures de famille, les pages qui se souvenaient de ce que les autres oubliaient. Il s'est assis en tailleur sur le tapis, feuilletant doucement le premier volume. Il était là sur la couverture, Étienne, 4 ans, tenant une jonquille avec de la terre encore collée à la tige. Je ne me souviens pas de cette photo, a-t-il murmuré. Tu avais une angine cette semaine-là. Tu avais pleuré, mais je t'ai fait sortir au soleil. J'ai dit que les fleurs étaient le remède le plus rapide. Ses doigts se sont arrêtés. Tu étais toujours là. Oui. Il a tourné la page, fête d'anniversaire, déguisement d'Halloween, projet de science. Au début, il a souri, mais en continuant à tourner, le sourire s'est estompé. Où sont papa et maman sur ces photos? J'ai siroté mon thé. Occupé, généralement. Lise montait son entreprise. Marc voyageait beaucoup. Tu restais ici la plupart des semaines, parfois des étés entiers. Il a hoché la tête lentement, les yeux toujours balayant les pages. Je pensais me souvenir, mais je suppose que non. Il est passé à l'album suivant, les années de lycée et les premiers chagrins d'amour. Il y avait une carte glissée entre 2 pages. Elle est tombée sur ses genoux. Il l'a ramassée. C'était une carte qu'il m'avait faite il y a des années, une écriture d'enfant au crayon de couleur sur du papier épais. Merci de toujours veiller quand je suis malade. Je t'aime plus que toutes les étoiles. Étienne, 9 ans. Ses doigts tremblaient. Je ne savais pas que je t'avais donné ça. Si. Tu me l'as tendu sur le canapé alors que tu sifflais encore, en disant que tu l'avais écrite pendant le déjeuner à l'école. Il a frotté la carte comme si elle pouvait disparaître. Papa a dit que tu n'étais jamais vraiment impliqué, que tu aimais dramatiser les choses. Je n'ai pas répondu. Parfois, la meilleure façon de briser un mensonge est de laisser la vérité s'asseoir à côté en silence. Il a continué, maintenant plus vite, comme pour chercher une confirmation. Plus de dessins, de cartes postales, de notes d'école. Au dos du 3e album, il s'est arrêté. Il a brandi une photo. C'était de sa remise de diplôme du lycée. Il se tenait avec son diplôme, les bras enroulés autour de moi. Je pleurais, le mascara avait coulé, mon sourire était fissuré mais fier. Lise n'était pas sur la photo. Marc était sur le côté, téléphone à la main. Je me souviens de ce jour, a-t-il dit. Tu m'as dit à quel point Jacques aurait été fier. Et je le pensais. Je ne savais pas que tu avais aidé à payer pour ça. Je ne te l'ai pas dit. Tu avais déjà assez de soucis. Il a levé les yeux, les larmes au bord maintenant. Tu as signé mes prêts. Oui, ton père disait que ce n'était pas le bon moment financièrement. Je n'étais pas d'accord. Il a pris une profonde inspiration, s'étudiant lui-même. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? On m'a appris que l'amour ne s'annonce pas, il se vit. C'est là que je l'ai vu, la fissure, la fêlure capillaire dans l'image brillante qu'ils avaient peinte de moi, celle que Lise avait façonnée et que Marc avait protégée. Cette fracture avait commencé avec une clause de fiducie, mais maintenant elle s'élargissait, fendue par des preuves, par du papier, des photos et des souvenirs qui lui avaient dit d'oublier. Il s'est levé brusquement et s'est dirigé vers le secrétaire. Je ne l'ai pas arrêté. Il a ouvert le tiroir du haut et a sorti le registre en cuir rouge. Je l'ai regardé tourner les pages, plus lentement cette fois, lisant les petites annotations. Reste à charge dentiste Étienne, frais colo natation Étienne, costume bal de promo Étienne. Il s'est arrêté sur l'entrée la plus récente, 10 mai 2025. J'ai laissé le patchwork sur le trottoir. C'est la première fois que j'abandonne quelque chose que j'ai fait avec amour, mais c'est aussi la première fois que je vois ce que mon amour signifiait pour eux. Il s'est rassis par terre,
tenant le livre comme une confession. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Je ne sais pas comment je les ai laissés me convaincre de qui tu n'étais pas. J'ai posé ma tasse. Mes mains tremblaient maintenant, mais pas de chagrin, du lent tremblement de soulagement. Tu n'étais qu'un garçon, ai-je dit doucement. Et il parlait plus fort. Il a levé les yeux. Je veux parler plus fort maintenant. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras, longtemps et fort, comme il le faisait quand il ne savait pas quoi dire d'autre. Tu reviendras? Ai-je demandé doucement. Si tu me le permets. Toujours. Il a quitté la terrasse sous le soleil de fin d'après-midi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti la porte d'entrée se fermer avec paix plutôt qu'avec solitude. 2 jours plus tard, Étienne est revenu. Il a apporté des fleurs, des dahlias, du genre prune foncée que je cultivais dans le jardin avant que ma nièce ne me dise « Fini de t'accroupir ». Il s'en souvenait. C'étaient les premières excuses. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, juste du thé à nouveau et une tranche de cake à la banane que j'avais fait avec les dernières trop-mûres. Il s'est assis à la table comme s'il y avait sa place, et pendant un instant, c'était comme si le temps s'était arrêté, comme si nous étions de retour dans le calme entre les compétitions de natation et les dictées. Puis il a levé les yeux. « Tu voudrais tout me montrer ?» Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je me suis juste levée, suis allée dans le couloir et j'ai sorti la boîte. Elle était plus lourde que dans mon souvenir. Ou peut-être étais-je simplement plus vieille. Mes mains avaient autrefois porté son corps fiévreux à travers cette maison sans une seconde pensée. J'ai posé la boîte sur la table et je l'ai ouverte. À l'intérieur, les factures d'hôpital de l'époque où Marc et Lise n'avaient pas de mutuelle, des relevés de crédit avec des frais que j'ai payés discrètement, des documents de prêt co-signés pour les 2 premières années d'université d'Étienne, des reçus pour les meubles de l'appartement que Lise avait emprunté pendant sa grande promotion, une liste manuscrite des courses mensuelles que j'avais faites pour eux pendant la récession, des post-it avec des gribouillages comme « Prendre », l'inhalateur d'Étienne, déposer colis à la fac, vérifier appareil dentaire de Tyler. J'ai sorti chaque papier lentement, les ai disposés côte à côte sur la table comme les pièces d'un puzzle. « C'est tout toi ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ils ont dit. Sa voix s'est étranglée. Ils ont toujours dit que tu avais proposé, que tu avais insisté. C'est vrai, ai-je dit, parce que je vous aimais, parce que je voulais aider. Mais l'amour offert ne signifie pas l'amour acquis, et ce qu'ils ont pris n'était pas de l'aide, c'était un dû. Il a pris un des reçus de pharmacie, son nom, son inhalateur, ma carte. Je n'ai jamais rien vu de tout ça, a-t-il chuchoté. Non. Parce que ce n'était pas pour la galerie. Il s'est adossé à sa chaise comme si le poids de tout cela le frappait enfin. Combien tu nous as donné au fil des ans? J'ai souri doucement. Assez pour que j'arrête de compter. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, les yeux grands ouverts, les lèvres entr'ouvertes. Mamie, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? J'ai posé une main sur la sienne. Mon pouce a frotté le même endroit que je frottais quand il avait peur, enfant. Parce que je croyais que l'amour parlerait de lui-même. Il a fermé les yeux juste un instant. Quand il les a rouverts, ils étaient humides. J'ai l'impression qu'on m'a menti. Je n'ai rien dit. Parfois, le plus difficile n'est pas d'entendre la vérité, c'est de réaliser combien de temps on a accepté le mensonge. Il a de nouveau fouillé dans la boîte, en a sorti une carte d'anniversaire que je lui avais écrite pour ses 12 ans. Cher Étienne, il y a 12 ans, tu as fait de moi une grand-mère. Je ne savais pas que mon cœur pouvait s'étirer autant. Tu es mon soleil les jours les plus sombres. Je t'aime pour toujours, mamie. Il a essuyé ses yeux. Ils m'ont dit que tu ne voulais pas venir au mariage, que tu étais fatigué d'être impliqué. J'ai laissé échapper un lent soupir. Mon chéri, j'ai acheté une robe il y a 3 mois. J'ai emballé un patchwork dans du ruban argenté. J'ai répondu non après qu'on m'a dit de rester à l'écart. Il a secoué la tête comme s'il pouvait effacer le souvenir. Je les ai crus. Oui, ai-je dit, tu les as crus. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, juste de la résignation et peut-être un petit peu d'espoir niché dans un coin. Il est resté pour le dîner. Nous n'avons pas remué le couteau dans la plaie. Nous avons juste fait du poulet grillé et du riz, et je lui ai montré comment couper le basilic du petit pot que je garde sur le rebord de la fenêtre. Il a demandé s'il pouvait revenir la semaine prochaine. Je lui ai dit que la porte serait ouverte si la gentillesse y restait. Avant de partir, il s'est tourné vers moi à la porte. Je ne sais pas quoi faire maintenant, a-t-il dit. Ils vont me demander de les défendre. J'ai incliné la tête.
Es-tu prêt à arrêter de prétendre que le silence est la même chose que la loyauté? Il est resté immobile pendant un long moment, puis il a hoché la tête. Je crois que oui. Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur le canapé, les albums photos de retour à leur place, le registre de retour dans le tiroir, la boîte refermée une fois de plus. J'ai siroté une tisane à la camomille avec une touche de miel et j'ai attendu. Bien sûr, le téléphone a sonné. Marc. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Puis est venue la voix de Lise, moins sirupeuse cette fois. Étienne est difficile. Il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on parle. J'ai souri. Les fissures se montraient pas en moi, en eux. L'appel est arrivé juste avant midi. Je pliais du linge, des serviettes pour la plupart, encore chaudes du sèche-linge. C'est drôle comme ce simple confort peut ressembler à une armure quand on se prépare à la bataille. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois, puis une 3e fois avant que je ne décroche, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je voulais qu'il attende. Maman, a dit Marc, le souffle court. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Je viens de raccrocher avec Étienne. J'ai encore attendu. Il m'a parlé des papiers, de la fiducie, de tout. Alors nous n'avons plus rien à clarifier, ai-je dit. Il a lâché un rire, sans humour et cassant. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? La lucidité, ai-je dit calmement, c'est ça qui se passe. Tu es en train de faire exploser cette famille pour un mariage. Et voilà, un mariage, une humiliation, un effacement. Public, une trahison de trop. J'ai inspiré par le nez, lentement et régulièrement. L'odeur de lavande et de tissu chaud s'accrochait au panier à linge à ma hanche. Marc, ai-je dit, la voix égale. On m'a mise de côté, on ne m'a pas fait exploser. Tu es irrationnel. Il a craqué, vindicatif. Non, ai-je dit, laissant chaque mot tomber comme des pierres. J'en ai juste fini d'être arrangeante. Il a marqué une pause. Je pouvais entendre la chaleur de son silence, comme un chien tirant sur sa laisse, ne sachant pas jusqu'où il pouvait aller avant qu'elle ne casse. Ce n'est pas à cause de Lise, a-t-il dit. Ce n'est même pas à cause d'Étienne. C'est parce que tu ne connais plus ta place. C'était la goutte d'eau. Juste là. J'ai posé le panier sur le comptoir, lissé un torchon plié, et j'ai laissé le silence planer assez longtemps pour qu'il puisse réaliser ce qu'il venait de dire. Puis j'ai prononcé la seule phrase que je portais dans ma poitrine depuis ce premier appel téléphonique. Je ne gâche rien, Marc. J'ai juste arrêté de faire semblant d'en faire partie. Il y a eu un son alors, pas des mots, juste son souffle qui se coince comme s'il avait trébuché dans le noir. Tu ne le penses pas? Si. Il a réessayé. On peut arranger ça. Annule juste les changements. Viens au mariage. Lise s'excusera. Je l'ai interrompu. Ne m'offre pas des miettes, Marc. J'ai pétri ton pain pendant 30 ans. J'ai raccroché, non avec fureur, mais avec finalité. J'ai posé doucement le téléphone à côté du vase de fleurs sauvages qu'Étienne avait apporté la semaine dernière. Certaines avaient fané, d'autres fleurissaient encore obstinément. Je suis allée au salon et j'ai ouvert le registre rouge. 18 mai 2025. Marc a dit, je ne connais plus ma place. Je lui ai dit, si. Ce n'est plus sous leurs pieds. J'ai fermé le livre. Pas de larmes, seulement un calme électrique et silencieux, comme l'air avant un orage. Chantal est passée cet après-midi-là avec des carrés au citron et le feu dans les yeux. Il m'a appelé, a-t-elle dit en entrant dans la cuisine comme une femme déterminée. Il voulait que je te raisonne. Je lui ai tendu une serviette. Et tu l'as fait. Elle m'a jeté un regard. Ma chérie, je lui ai dit, la raison t'a enfin trouvé. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, chacune avec un gâteau, du sucre glace saupoudrant nos doigts. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Je suis fière de moi aussi. Nous avons trinqué avec du thé comme si c'était du champagne. Ce soir-là, je me suis tenue sur ma terrasse alors que le soleil glissait derrière les arbres. J'ai regardé les enfants des voisins courir après les lucioles dans le jardin, riant et criant. La vie continuait là dehors, et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas la permission pour y remettre les pieds. À l'intérieur, le répondeur clignotait à nouveau. Lise, cette fois, la voix tendue, contrôlée. Marc est très contrarié. Étienne est différent ces derniers temps. Quoi que tu lui aies dit, ça affecte toute la famille. Je n'ai pas appuyé sur play pour écouter le reste,
parce que ce qu'ils appelaient des dégâts, j'appelais ça la vérité. Finalement debout, il s'agitait, et moi, je restais immobile. La réunion a été fixée au mercredi. Claire l'a organisée à son bureau, terrain neutre, a-t-elle dit. Ce ne serait qu'une formalité, mais nous savions toutes les deux que c'était plus que ça. Marc a insisté pour être là, Lise aussi. Étienne m'a demandé si je voulais qu'il vienne. Je veux que tu viennes, ai-je dit, mais pas pour parler, juste pour témoigner. Il a hoché la tête. Alors je viendrai. Je portais ma jupe bleu marine et la blouse blanche à col en dentelle. Jacques disait toujours que j'avais l'air de quelqu'un qu'il fallait écouter quand je la portais. J'ai épinglé mon médaillon en argent à mon cou. À l'intérieur une photo d'Étienne à 6 ans et une de Jacques le jour où nous avons acheté la maison. Le médaillon s'est refermé avec un clic, comme une ponctuation, finale, certain. Claire m'a accueilli avec sa force tranquille. Elle portait des chaussures plates cette fois, des chaussures pratiques. J'ai apprécié. Ils sont déjà là, a-t-elle dit doucement en désignant la salle de conférence du fond. Je suis entrée. Lise était assise, tout en soie beige et les jambes croisées. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Marc s'est levé quand je suis entrée, comme si les bonnes manières pouvaient lui racheter sa place à table. Étienne m'a suivi et s'est assis à l'écart, près de la fenêtre. Il n'a pas établi de contact visuel avec ses parents. Claire a commencé sans préambule. C'est pour ça que je l'aime. Ceci est un examen des documents juridiques révisés relatifs à la succession Whitmore, comme demandé par Evelyn Whitmore, unique exécutrice et administratrice de la fiducie. Elle a distribué des copies, des piles épaisses, nettes, précises. Lise a ouvert la sienne, ses yeux balayant les pages comme un faucon dans la tempête. Marc a à peine jeté un coup d'œil. Donc, ça va vraiment se faire, a-t-il marmonné. Non, ai-je dit doucement. C'est déjà fait. Ce que vous tenez, c'est la preuve. La bouche de Lise s'est resserrée. Marc s'est penché en avant. Tu laisses tout à des œuvres de charité, à des étrangers. J'ai incliné la tête. À des enfants qui sortent de l'aide sociale, à des femmes battues qui reconstruisent leur vie, à des familles qui ont faim. Si c'est ce que tu appelles des étrangers, Marc, il est peut-être temps de te regarder dans un miroir. Lise a bondi. Nous n'avons jamais eu l'intention de t'exclure. C'était un malentendu. Claire s'est éclairci la gorge. La présence de Madame Whitmore était spécifiquement requise dans la clause de la fiducie. Son absence annulerait la distribution. Ce n'est pas un malentendu, c'est un manquement juridique au terme. Le charme de Lise a vacillé. Nous pensions qu'elle changerait d'avis. C'était censé être temporaire. J'étais censé supplier, ai-je dit. Les poings de Marc se sont serrés. Tu nous punis. Non, ai-je dit. Je me libère de gens qui ne m'ont jamais vu comme plus qu'un héritage sur pattes. Étienne a bougé alors, pas bruyamment, juste assez. Lise s'est tournée vers lui. Étienne, dis quelque chose. Dis-lui qu'on peut arranger ça. Il m'a regardé. Mamie, je peux? J'ai fait un petit signe de tête. Il s'est retourné vers eux. Elle n'a pas besoin d'être réparée. C'est vous qui en avez besoin. Marc a froncé les sourcils. Ne nous parle pas comme ça. Je le ferai si ça veut dire que vous l'entendrez enfin. La voix de Lise s'est élevée. Nous l'avons incluse pendant des années, dîners, anniversaires, fêtes. Étienne a interrompu. Vous l'avez invité comme un accessoire, un bouche-trou. Vous l'avez effacé des photos. Lise est devenue pâle. Il m'a regardé de nouveau. Mamie, je le vois maintenant, tout. J'ai fermé les yeux une seconde. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Pas la vengeance, pas l'argent, juste la reconnaissance. Claire a continué. À moins d'objection légale, ces documents seront déposés au greffe du tribunal demain. Les modifications au testament et à la fiducie seront permanentes et exécutoires. Marc s'est adossé à sa chaise, vaincu. Lise a croisé les bras. Tu fais ça par dépit. Je me suis levée, puis j'ai lentement posé ma main sur le registre que Claire avait apporté à ma demande. Non, Lise, ai-je dit. Je fais ça parce que l'amour et la loyauté ne devraient jamais être achetés ou trahis. Ils devraient être mérités et honorés. J'ai marqué une pause. C'est pourquoi vous n'êtes plus inclus. Silence. Un vrai silence, celui qui suit la dernière note d'une chanson. Finale. Je me suis tournée vers Étienne. Tu peux rentrer avec moi si tu veux. Il a hoché la tête, les yeux pleins,
la mâchoire serrée. En quittant la pièce, j'ai entendu Marc dire doucement « Elle le pense vraiment ». Et Claire a répondu « Elle l'a toujours pensé, c'est juste que vous n'écoutiez pas ». De retour à la maison, j'ai accroché ma blouse dans le couloir et je suis sortie sur la terrasse. L'air sentait la pluie fraîche et le magnolia lointain. Étienne a suivi, 2 tasses de thé à la main. Il s'est assis à côté de moi. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Finalement, il a dit « Tu penses qu'ils comprendront un jour ?» J'ai siroté mon thé. Peut-être, mais je n'attends pas. Il m'a regardé. Je t'aime, mamie. J'ai souri. Je sais. Moi aussi je t'aime. Le jour du mariage est arrivé avec un temps parfait. Un ciel clair, une lumière dorée, le genre d'après-midi de début d'été dont les gens rêvent pour les photos et les premières danses sous des lanternes louées. Je n'étais pas invitée, mais je connaissais l'heure, le lieu. Je savais que Lise avait probablement organisé des arômes et des flûtes à champagne avec des initiales gravées. Je n'ai pas mis la robe que j'avais achetée, je n'ai pas déballé les chaussures, je n'ai pas lissé la blouse lavande que j'avais repassée il y a des semaines, quand je croyais encore à la grâce de ce coin de ma famille. À la place, je me suis assise sur la terrasse avec un livre et le médaillon que Jacques m'avait offert pour notre 25e anniversaire, celui avec la photo d'Étienne blottie contre la sienne. Ils souriaient tous les deux, ils m'aimaient toujours à leur manière. Je ne pouvais simplement plus me permettre de vivre dans la version de quelqu'un d'autre de ce que cela signifiait. À 9h14 ce matin-là, mon téléphone a sonné. C'était Étienne. Sa voix s'est brisée au 2e mot. « Mamie. » J'ai posé mon livre. « Prends ton temps, mon chéri. » J'ai reçu la notification. La fiducie. Elle est toujours bloquée? Oui. Il a reniflé. Il est dit qu'elle restera gelée à moins que vous ne demandiez personnellement une modification après la cérémonie. C'est exact. Silence, puis doux comme un souffle. Y a-t-il un moyen? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le poids de la question s'installer, non pas pour punir, mais pour enseigner. Tu as dit la vérité, ai-je dit doucement. Mais la guérison ne vient pas si vite. Ce n'est pas seulement une question de m'inviter, Étienne. C'est de me choisir quand personne d'autre ne le fait, quand c'est gênant, quand ça te coûte quelque chose. Il a ravalé un sanglot. Je veux le faire. Vraiment. C'est juste que. Je ne savais pas. Tu le sais maintenant. J'ai reniflé. Alors, que se passe-t-il ensuite? Tu te maries, ai-je dit. Tu fais tes promesses, et tu les vis. Et toi? A-t-il demandé, la voix tremblante. Je regarde le coucher du soleil. Je plante mes dahlias. Je réponds au téléphone quand les gens appellent avec la vérité dans la voix. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Je suis désolé. Je sais que je t'aime. Je n'en ai jamais douté, mais tu ne viens toujours pas. » J'ai regardé les arbres, leurs feuilles frissonnant dans la brise comme si elles applaudissaient quelque chose que seul moi pouvais entendre. « Non, mon chéri, pas aujourd'hui. » Il n'a pas argumenté, n'a pas supplié. C'était aussi une forme de croissance. Le mariage a eu lieu. Je n'ai pas suivi les photos en ligne, n'ai pas demandé de nouvelles. Je n'étais pas intéressée par un récit que je n'avais pas été invitée à vivre. Mais j'ai entendu dire que la mère de Lise avait porté un toast qui parlait plus de modèles de cristal que de connexion, que le gâteau était délicieux mais que la mariée avait l'air tendue, que Marc était resté silencieux toute la soirée, comme quelqu'un qui réalise que ses mains sont finalement revenues vides. Cette nuit-là, j'ai sorti le patchwork de la malle en cèdre. Oui, le patchwork. Après que je l'ai posé sur le trottoir il y a des semaines, Chantal s'était faufilée et l'avait récupéré avant l'arrivée du camion poubelle. Je savais que tu n'en avais pas fini avec lui, avait-elle dit en le pliant et en le posant sur ma malle comme une offrande de paix. Je le tenais maintenant, lissais les coutures. Je ne sentais plus de rage, juste une certitude tranquille. Ils avaient perdu quelque chose, pas moi la chance de me connaître. Le lendemain matin, j'ai écrit une lettre, non pas à Étienne, mais au conseil d'administration du lycée professionnel local. Permettez-moi de financer une bourse en soins infirmiers à la mémoire de mon mari, Jacques Whitmore, infirmier, et en l'honneur des innombrables femmes silencieuses qui ont aimé des familles qui les ont dépassées. Je l'ai cacheté, timbré, et l'ai placé près de la porte. Puis j'ai pris le médaillon de mon cou, je l'ai ouvert, et j'ai retiré la photo d'Étienne. Je ne l'ai pas jeté, je l'ai glissé dans le registre rouge. 22 mai 2025. Il a dit qu'il était désolé. Je le crois, mais je n'offrirai pas le pardon comme un prix à une kermesse de village. L'amour mérite plus de poids que ça.
Le soleil s'est couché sans cérémonie, juste un murmure de rose, puis d'indigo. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste allumé la lumière de la terrasse, me suis versé une tasse de tisane à la cannelle, et je me suis assise avec ma paix. Elle n'était pas bruyante, elle n'a pas frappé à la porte, mais elle est restée.